à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver ce matin, ce dimanche matin, dimanche 8 mars de l'an 2020 pour l'émission L'Invité. L'invité de ce jour a pour nom Éric Martin Sangan. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Il est également membre du bureau politique de la dite formation politique et leader de la 16e circonscription électorale. Bonjour à vous Éric Martin Sangan. Bonjour cher ami Kader. Alors, ce jour, nous sommes 8 mars et le 8 mars de chaque année est consacré à la célébration des droits de la femme dans tout le monde entier. Bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde entier. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour leur souhaiter une très bonne fête. Alors, dites-nous, Éric Martin Sangan, quelle appréciation faites-vous d'abord de cette fête, de cette célébration? Oui, avant d'en arriver à mon appréciation, je voudrais passer par ce canal pour souhaiter bonne fête à ma maman, qui pour moi est la première femme, puis ensuite, très bonne fête des femmes, très belle journée des femmes à mon épouse, celle-là qui, tous les jours, est la première à se lever dans ma maison et la dernière à se coucher, celle-là qui, au-delà de ses obligations professionnelles, s'active et s'emploie à nous mettre dans de bonnes conditions de travail nous-mêmes, parce que quand la maison n'est pas bien entretenue, ça se ressent sur l'activité professionnelle. Donc je lui dis bonne fête et je lui dis mes sincères admirations en cette journée où le monde entier a décidé de célébrer la femme. En ce jour où le monde entier célèbre la femme. Nous souhaitons aussi bonne fête des femmes à toutes les femmes du groupe ESAE, que ce soit de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers, de l'audiovisuel ESAE, également ESAE TV et ESAE Radio. Alors Martin Sangan, ma question tout à l'heure, c'est de savoir quelle appréciation avez-vous de cette fête, de cette célébration des droits de la femme? Vous savez, moi je suis toujours sincère, je suis toujours direct. Cette journée, en réalité, n'a pas été instituée pour applaudir les femmes. Cette journée a été instituée pour rappeler aux femmes le rôle fondamental qui est le leur au sein de la société, pour les appeler à une prise de conscience de leur importance dans l'organisation même de ce qu'on appelle la société, dans tous ses maillons. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nos sœurs, nos épouses, nos filles n'ont pas semblé comprendre cette invitation, cet appel à la prise de conscience, cet appel à assumer les responsabilités qui sont les leurs. Et le 8 mars, c'est toujours une période de fête au lieu d'une journée de prise de conscience, de réflexion, pour une réorientation. C'est toujours des fêtes, vous allez voir les fanions, les foulards, les gros boubous. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que l'initiateur, ce que celui qui a institué, celui qui a proposé cette journée-là, pour la femme veut forcément. Il voulait qu'à partir de cette journée, chaque année, les femmes se donnent d'autres responsabilités, se fixent des défis et s'emploient à les atteindre. Et c'est ce que je souhaite à nos sœurs, c'est ce que je souhaite à nos épouses. C'est ce que vous souhaitez à nos sœurs et à nos épouses. Alors, dites-nous, on dit que généralement, l'État central contribue à la promotion de la gente féminine. Nous avons depuis le 6 avril 2016 le président Patrice Talon qui est au pouvoir. Dites-nous, est-ce que son régime contribue à la promotion de la gente féminine, selon vous? Énormément. Et énormément. Déjà, à travers les positionnements dans l'administration publique et récemment avec le nouveau code électoral sur la possibilité désormais pour nous d'avoir à l'Assemblée nationale à partir de 2023 24 femmes. 24 femmes. Il y a eu une disposition qui a fait une discrimination positive au profit des femmes, ce qui ressort que, en réalité, beaucoup de choses se font, malgré nos sœurs, malgré nos épouses, beaucoup le pouvoir central accompagne à la volonté de faire d'elles des femmes responsables
des femmes capables de contribuer au bien-être du pays. Au bien-être du pays. Alors, vous appartenez à une formation politique, l'Union progressiste. Alors, que fait l'Union progressiste pour promouvoir les femmes? Beaucoup de choses. Lesquelles? Notre directrice de l'administration, c'est une femme. Vous voulez? Ça ne vous suffit pas? Quoi d'autre encore? C'est suffisant déjà. C'est suffisant déjà. Alors, Éric Martin Sangan, vous êtes membre du bureau. Le premier vice-président de l'Assemblée, vous savez qu'elle est progressiste. C'est une femme. Et donc, il n'y a pas péril à la demeure. Alors, Éric Martin Sangan, comme je le disais tantôt, vous êtes membre fondateur du Parti politique Union progressiste, membre du bureau politique. Nous sommes à la veille des élections communales et locales. Dites-nous, comment se préparent les dites élections au sein de votre formation politique? Très bien. Nous sommes à pied d'œuvre. Parce que, vous savez, nous sommes la première formation politique. Et il est normal qu'au sortir de cette élection, c'est-à-dire au soir du 17 mars, nous confirmions cette emprise sur l'électorat. Nous confirmions que nous sommes des partenaires crédibles avec nos mandats, et que nous prenions la grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des communes. Donc nous nous préparons à cela, activement, sérieusement. Activement à cela. Voilà. Alors, comment se déroule l'élaboration, la conception des listes de candidature? Oui, nous avons commencé par... Il faut reconnaître que nous sommes, qu'on le veuille ou non, une nouvelle formation politique, certainement née avec les dents. Donc, nous avons fini la première phase, qui est la phase d'identification des potentiels candidats. On est presque à la fin de la deuxième phase, qui est la préparation de la liste de candidature. Alors, voilà. Quand on prend le volet lié à la préparation des listes de candidature, on a entendu quelques bruits de bottes dans certaines circonscriptions électorales, comme quoi les populations n'étaient pas d'accord au niveau du choix porté sur tel ou tel autre candidat. Il y a eu des guerres de communication, de communiqués et autres. Donc, comment l'Union progressiste a fait pour contrer tout cela, pour canaliser cela, pour qu'il n'y ait pas de déçus, de frustrés? Oui, mais c'est normal, c'est normal. À l'approche des élections, la période est sensible. Il y a un ancien président qui dit que c'est la période des grandes manœuvres. Il y a la cacophonie des ambitions qui se font toujours entendre. Donc, c'est de bonne guerre que certaines chapelles estiment qu'on n'est pas en train de choisir pour eux le candidat qu'ils auraient souhaité. Cependant, il faut tenir compte de la directive du parti, il faut tenir compte de la vision du parti et se soumettre à la décision finale. Mais ce qui est sûr, je peux vous assurer que nous, à l'Union progressiste, nous avons pris grandement en compte les récriminations, les propositions de notre base. Parce que nous ne pouvons rien faire sans elles. Sans les militants à la base, nous n'en est rien. Donc, nous avons pris en compte leurs récriminations, leurs propositions, je dirais, et la publication très bientôt de notre déclaration de candidature, vous en édifierez. Alors, on vous a très compris, M. Éric Martin Sangan. Dans le cadre de l'élaboration des listes, de la conception des dites listes, à Cotonou, précisément dans la 16e circonscription électorale, nous avons vu quelques activités qui sont déroulées, notamment qui suscitent la candidature de Luc Setondia-Tropo, le maire de Boycon, qu'il soit candidat à Cotonou. Oui, c'est normal, non? Luc Tropo n'est pas une personne lambda. Luc Tropo est quelqu'un de connu du sérail politique béninois et c'est de façon légitime que certains camarades, certains militants proposent qu'il laisse sa chère commune, qu'il laisse Boycon pour Cotonou. Je peux vous dire qu'en réalité, cela ne dépend ni des militants qui suscitent la candidature de Luc, ni de Luc nous-mêmes, encore moins de moi. Si le parti décidait de faire de Luc un candidat à Cotonou, c'est parce que le parti se serait assigné des objectifs et estimerait qu'il ferait un candidat qui nous apporterait un certain nombre de suffrages à Cotonou. Vous comprenez? Donc, a priori, il n'y a pas de
de plainte à cet effet. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont appelé la candidature de Luc. Parce que j'estime que Luc est déjà très bien à Boycon et que Boycon a encore besoin de lui. N'empêche que Cotonou a besoin de candidats comme Luc Atropo. Si lui-même il est disposé à venir, si le parti lui donne la bénédiction, Cotonou l'accepterait et nous ferons le job. Vous ferez le job. Alors, vous êtes leader de la 6e circonscription électorale. Est-ce que vous allez batailler dur pour contribuer à cette victoire de Luc Atropo? Je ne serai pas la victoire de Luc Atropo. Luc Atropo n'a pas de victoire. C'est la victoire de l'Union progressiste. Et nous nous emploierons, nous voulons gagner et nous allons gagner. Vous voulez gagner et vous allez gagner. Alors, je reste toujours avec vous, Éric Martin Sangan. Dites-nous, pourquoi vous n'êtes pas encore allé déposer les dossiers au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, alors qu'elle a ouvert ses portes pour enregistrer les dossiers de candidature depuis le lundi dernier? Il y a un délai pour déposer les dossiers. Sommes-nous déjà au terme du délai? Attendez le dernier jour pour voir si nous on va acter. Mais pourquoi généralement, dites-nous Martin Sangan, pourquoi généralement les acteurs politiques attendent les 2 derniers jours, les dernières 48 heures ou pratiquement les dernières 24 heures pour faire le au niveau de la Sénat? Je ne pourrais vous l'expliquer, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est une tradition. Oui, c'est tout. C'est une tradition. Alors, il y a quelques jours, nous avons commémoré le 30e anniversaire de la tenue des assises de la conférence des forces vives de février 1990. Émeric Martin Sangan, dites-nous, 30 ans de démocratie au Bénin, quel a été l'apport à la contribution du développement selon vous? 30 ans de démocratie au Bénin, je dirais environ une dizaine d'années de démarches positives, de réalisations positives, et une vingtaine d'années de gâchis. Pour le simple fait que, au lendemain même de la conférence nationale, les premiers acteurs de cette auguste assemblée, de cette grande réunion, de ce réveil du peuple, ont oublié l'événement en soi. Ils ont oublié l'événement en soi, mû par les intérêts politiques, par les intérêts personnels, par des intérêts égoïstes. Ils ont rangé au tiroir l'événement, le monument que devait être la conférence nationale. Ça fait qu'on y fait référence seulement dans les discours, mais dans les faits, ça ne se ressent pas. Le consensus a disparu du quotidien de l'homme politique béninois et à tous les niveaux, c'est des jeux d'intérêt. C'est pas, si ce n'est pas moi qui suis là, tout ce que lui fait est mauvais. Nous l'avons vécu déjà entre 1991 et 1996, quand Nicéphore Soglo, reconnaissons-le, appuyé par les institutions internationales et la pluie de subventions qu'il y a eu sur le pays, a pris l'envol pour commencer, pour amorcer la révélation du Bénin. C'est encore des Béninois qui ont dit, il ne faut rien, nous on ne mange pas les pavés. On ne mange pas les pavés et nous avons vu ce que ça a donné en 1996, avec le retour à la limite triomphale au pouvoir du général Kérékou. Voilà, par respect pour la mémoire du général Kérékou, je ne voudrais pas parler de ces 10 ans de nouveaux pouvoirs de régime, mais reconnaissons que nous avons stagné pendant 10 ans. Nous avons stagné. Nous n'avons pas réalisé ce que nous aurions pu réaliser si on avait laissé Nicéphore Soglo faire son second mandat. Donc, reconnaissons-le. Il y a eu timidement, et parce que le peuple aussi a insisté, il y a eu les élections communales, les premières communales. Et vous savez comment les institutions, les communes les conseils communaux ont été installés. C'est encore avec la pression du peuple. Voilà. Bon, donc, sur le plan de développement, je disais donc que c'est environ 10 années de gâchis. Le Bénin a recommencé par connaître un nouvel essor réellement après l'avènement de Patrice Talon. Réellement après l'avènement sur tous les plans après l'avènement de Patrice Talon. Vous le constatez, l'impossible aujourd'hui est devenu possible. L'impossible est devenu possible. Aujourd'hui, l'impunité est en train de disparaître de nos habitudes.
Nous avons plus peur du bien public. Nous avons plus peur de l'argent du contribuable. Vous le convenez avec moi. Et le développement est équitablement réparti. Et le pays pose de grands pas, même si d'aucuns pensent qu'on est en recul de démocratie. Nous pensons quand même que nous sommes dans les applications des tests que nous nous sommes librement donnés. Et l'application des tests ne peut être comparée ou assimilée à un recul de démocratie. Si nous faisons des lois, c'est pour les appliquer. Si nous faisons des lois, c'est pour les appliquer. Ce n'est pas pour les regarder. Alors dites-nous, quelle lecture faites-vous des différentes réformes politiques et entreprises par le régime du président Patrice Talon, notamment la réforme réorganisant le système partisan béninois, la réforme du code électoral. Quel regard portez-vous sur ces différentes réformes qui sont venues révolutionner un temps soit peu le système politique béninois, mais qui ont quand même bousculé beaucoup d'intérêts? En tant qu'acteur politique, qui a eu la chance de faire l'expérience politique, même si c'est tout jeune, j'ai commencé, de 90 à ce jour, c'est des réformes à saluer, c'est des réformes à encourager. Et je pense qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a la loi sur la transhumance politique qu'il faut forcément, nécessairement voter. On en a besoin. Et il y a plein d'autres trucs, plein d'autres réglages qu'il faut quand même faire pour assainir le milieu politique, pour assainir le scénario politique béninois. C'est vrai, ça suscite beaucoup de grincements dedans, mais il est temps quand même que dans notre pays, nous ayons des partis politiques réels, que nous cessions d'avoir affaire à des sociétés politiques dirigées par un clan, par une personne ou par une famille. Que les partis politiques redeviennent ou deviennent les choses du peuple et que ce soit la majorité du peuple qui décide de l'orientation à donner à l'activité politique. Vous le constatez, ceci est désormais possible grâce aux réformes du système partisan. Vous l'avez constaté, je suis de l'Union progressiste, je suis au milieu d'octos, de sexagénaires, d'anciens baobabs, d'anciens acteurs politiques. Des acteurs politiques qui, à la limite, ont percé le plafond parce qu'ils ont fait plus de 30 ans dans la politique et ils y sont encore. Mais moi, je n'ai pas cette expérience-là, je suis au milieu d'eux. Et je dis ce que je pense, je donne mon point de vue, et parfois il se plie quand j'ai raison. Donc, on ne peut qu'applaudir. On ne peut qu'applaudir cette réforme voilà. qui instaure une démocratie au sein des partis politiques. Au sein des partis politiques. Voilà. Alors dites-nous, concernant le code électoral, avec la notion des 10%, est-ce que vous ne voyez pas que ça va éprouver à la longue les partis politiques et ça va les rendre la vie difficile? Non, ça ne va pas éprouver les partis politiques s'ils sont de vrais partis politiques. Un vrai parti politique a une représentativité nationale. Un vrai parti politique ne peut pas aller à des élections et sortir avec moins de 10% de suffrages exprimés. Ce n'est pas 10% de la démocratie, pas 10% de la population, mais c'est 10% des suffrages exprimés. Si nous avons 4 millions de votants, 10%, ça fait à peine 400 000. On ne peut pas continuer par aller aux élections et élire des gens qu'une poignée de personnes désignent. Ou des gens qui ne sont connus que dans une localité, dans un quartier de ville, dans un arrondissement. Parce que il faut quand même que nos élus soient l'émanation nationale. C'est pourquoi moi j'encourage, et s'il faut même corser, je dirais qu'il faut même aller à 20-30%. Pour permettre aux réels partis politiques, aux partis politiques capables d'animer la vie politique, de le faire. Vous savez, vous convenez avec moi que nous avons vécu une période ici où il y a des partis politiques qui tenaient leur congrès dans des cabines téléphoniques. Il y a des partis politiques sac en main. Ce n'est que le président qui a son sac et qui a le récépissé d'enregistrement et qui dit, voilà, j'ai mon parti politique. Et qui décide de tout. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Non, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse pour le bien-être du Bénin. Il faut qu'on en finisse pour la postérité. Il faut qu'on en finisse pour que notre pays soit mieux organisé et devienne un pays compétitif à tous les égards.
que notre pays devient un pays compétitif à tous les égards. Alors, revenons sur le scrutin des élections communales et locales de mai prochain. Il y aura la participation d'autres formations politiques telles que le Bloc républicain, Force Corée pour un Bénin émergent, Union démocratique pour un Bénin nouveau, Parti de renouveau démocratique. Dites-nous, quand vous regardez tous ces partis politiques qui seront en face de vous dans la compétition électorale, est-ce que l'Union progressiste n'est pas ébranlée? La compétition est ouverte. Elle est ouverte, mais est-ce que, cette compétition ne va pas ébranler l'hégémonie de l'Union progressiste? Nous la ferons et nous en sortirons la tête haute. Nous sommes le barbare, c'est quand même l'Union progressiste. Non, excusez-moi, hein, mais c'est par formation politique ne nous font pas peur. Non, et pas du tout. Nous sommes sereins. Vous êtes serein? Oui, nous sommes sereins. Vous êtes serein? Tout à fait, complètement. Malgré l'entrée en jeu des FCBE, malgré le Bloc républicain, malgré le PRD, malgré l'UDBN? Vous voulez que je sois sincère? Oui, soyez sincère. Je vais utiliser un adage ivoirien. Devant là, c'est du maïs. Devant, c'est le maïs? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien en face. Il n'y a rien en face. Nous sommes là. Vous êtes là. Oui. Alors, Éric Martin Sangam, parlant toujours des élections communales à venir, est-ce que vous pensez que tout est mis en œuvre par l'État central pour assurer une bonne organisation des élections dans la paix, dans la transparence et dans une grande crédibilité? L'État central a joué sa partition. Il a convoqué le corps électoral. Il a mis à la disposition des institutions devant intervenir, devant organiser les élections telles que le COSLEPI, telles que la Sénat, les moyens nécessaires pour faire leur travail. Alors, qu'attendons-nous de l'État encore? Alors, l'essentiel est fait. Quelle lecture faites-vous de ce qui se passe au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE? Parce que c'est la seule formation politique de l'opposition qui envisage participer aux élections. Il y a Restaurer l'espoir qui ne veut pas y participer. Oui, mais Restaurer l'espoir n'est plus, vous le savez, ça n'a jamais été une formation politique. Et même si elle s'est conformée aujourd'hui aux exigences du nouveau code, je ne vois pas en cela une formation politique. C'est-à-dire qu'il y a un léger traitement au niveau des dossiers de Restaurer l'espoir? Le chef de l'État a ordonné qu'on facilite l'obtention du récépissé à toutes les formations politiques qui en manifesteront la volonté et qui feront l'effort de remplir les conditions. Donc je ne dirais pas qu'il y a un léger traitement, il y a un traitement efficace, un traitement normal, mais naturellement avec les injonctions, avec les indications du président. Donc beaucoup plus favorable. Voilà. Les FCBE, comme vous le dites, ont quelques problèmes. C'est inhérent à la vie de toute formation politique. Et je souhaite que très vite, ils retrouvent le bon chemin et que les résistants se rangent du côté de la légalité pour que réellement nous puissions avoir un concurrent de taille, un concurrent important pour ces communales. Un concurrent de taille pour ces communales. Alors, avant de vous laisser partir, Éric Martin Sangam, nous allons revenir sur la célébration de la journée des femmes, la journée internationale de la femme. Dites-nous quel regard portez-vous sur la femme béninoise? La femme béninoise, à quelques exceptions près, me paraît indécise. N'empêche, il faille saluer au passage de braves femmes qui, par le passé et le présent, se sont engagées résolument en politique. Je voudrais saluer la mémoire de Rafiat Karimou, la mémoire de Véronique Aouyo. Je voudrais aujourd'hui avoir un regard admiratif sur les femmes telles que Claudine Prilencio, telles que Christelle Ndonungbo, qui, tant bien que mal, se sont engagées résolument dans des occupations de la gestion de la cité. Je disais tantôt que la femme béninoise est encore indécise ou n'a pas encore compris la nécessité pour elle et pour le pays de s'engager résolument dans les conduites des affaires publiques. Il y a encore de petites équivoques à lever, de petites contraintes à lever du fait de certains hommes qui sont rigides et qui ne veulent pas permettre à leurs épouses
de s'exercer à la chose politique, et certainement à raison. À raison, c'est sûrement parce qu'ils sont très amoureux de leurs épouses qu'ils estiment qu'il faille mieux ne pas les exposer aux risques auxquels les femmes sont exposées quand elles font les pas en politique. Je voudrais, par la même occasion, nous inviter, nous, hommes politiques, nous, acteurs politiques, de respecter la femme. De respecter la femme sous toi, de respecter la femme d'autrui et de traiter nos sœurs qui nous accompagnent et qui veulent faire de la politique avec nous comme des personnes à part entière et non comme des objets. Et non comme des objets. À respecter la femme et à ne pas les prendre comme des objets. Alors, Martin Sangan, dernière question. Quelle appréciation faites-vous de la question liée à la parité homme-femme, Est-ce que vous estimez que l'homme et la femme doivent être égaux à tous les niveaux? Nous ne naissons pas différemment. C'est seulement les sexes qui diffèrent à la naissance. Donc, il n'y a pas de raison que l'homme ne soit pas l'égal de la femme. À tous les niveaux, bien sûr. Parce que ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Pourquoi pas? Ce que l'homme peut le faire, la femme peut le faire. Pourquoi pas? Alors, un dernier mot, vous allez regarder droit dans la caméra, vous allez dire un mot à l'endroit de vos militantes et militants Union progressiste. Les femmes d'abord, à l'occasion de cette célébration de la femme, et maintenant en général pour le compte des élections communales et locales de mai prochain. Pas de souci, je le fais. Mes grands amours, mes sœurs, nos épouses, nos mamans, en ce jour où nous vous célébrons, je voudrais vous inviter une nouvelle fois à une prise de conscience de votre valeur, de votre importance et de ce que vous représentez pour cette société, de ce que vous représentez pour le Bénin et pour vos familles respectives. Je vous invite désormais à assurer la plénitude de vos responsabilités et à affirmer, à démontrer vos capacités à faire autant que nous les hommes. Aux camarades progressistes, aux amis et aux partenaires, c'est comme ça moi je les appelle, moi je n'ai pas de militants. Nous avons le regard tourné vers les communales. Je nous demande de reprendre le terrain, de mettre nos culottes et de nous apprêter, de travailler à une victoire écrasante de notre parti au soir du 17 mai 2020. Merci à vous, Martin Éric Sangan. En résumé, on retiendra de cet entretien que Éric Martin Sangan, en entame de cette émission, a souhaité une bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à sa maman, à sa mère et à son épouse. Il a rappelé que le 8 mars est une journée d'orientation et de réorientation, mais également de réflexion pour fixer des défis et des perspectives. Il a également rappelé aux uns et aux autres que la femme n'est pas, un objet et qu'il faut respecter la femme. Il a salué la mémoire de Rafiatou Karimou, de Véronique Aoyo et a porté un regard très admiratif à l'endroit de Claudine Afiavi Prudencio et de Christelle Houdonoubo. Le membre fondateur du parti politique Union progressiste, Éric Martin Sangan, a affirmé que le gouvernement contribue considérablement à la promotion de la gente féminine à travers la nomination de femmes dans la fonction publique et à travers l'introduction d'une discrimination positive dans le code électoral avec l'élection au moins de 24 députés. En ce qui concerne la participation et la préparation du parti politique Union progressiste aux prochaines élections communales et locales, vous avez affirmé que le parti est activement prêt pour affronter avec efficacité et efficience les enjeux des prochaines élections. Vous avez rappelé également qu'en ce qui concerne le cas Luc Atropo pour sa candidature à Cotonou, vous avez précisé que c'est une décision qui sera celle du parti politique et non d'un individu et la victoire sera celle du parti politique. Vous avez rappelé que dans le cadre de la conception des différentes listes de candidatures, vous avez pris en compte les différentes aspirations profondes de la base afin de ne pas créer des frustrations. Il n'y a pas de recul démocratique selon Martin Éric Sangan. Pour lui, nous sommes dans l'application des législations que le Bénin s'est doté et donc la loi contre la transhumance des partis politiques doit être une effectivité dans les tout prochains jours. Vous allez saluer également la réforme du système
système partisan et le code électoral qui sont venus révolutionner le système politique béninois. Pour vous, les élections prochaines, le parti Union progressiste s'en sortira la tête très haute. Vous avez affirmé que le parti politique Restaurer l'espoir n'a jamais été un parti politique et ce que traverse le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent, c'est un problème inhérent à la vie d'une formation politique. Vous les invitez à retrouver leurs idées et à être cohérents pour participer aux prochaines élections prochaines. Et à la fin, Martin Sangan a adressé une adresse à l'endroit de ses camarades Union progressiste pour le compte des élections prochaines. J'espère que j'ai été fidèle. Très fidèle. Merci à vous, Éric Martin Sangan. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du parti politique Union progressiste, membre du bureau politique de l'Union progressiste et leader de la 16e circonscription électorale. Merci à vous, chers amis internautes, et à dimanche prochain pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et bon dimanche à toutes et à tous et bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde entier.